Abu Dhabi, capitale des Émirats arabes unis, 700 000 habitants, sur le rivage sud du golfe arabique, cette veine jugulaire du pétrole pour l'Occident. Urbanisme climatisé, architecture internationale, luxueuse référence orientale de rigueur, pour l'Emirates Palace, 7 étoiles au compteur, et le labyrinthique et crémeux palais du chef de l'État. Un air de Riviera. Partout, des arbres, des parcs, des fleurs, la fraîcheur de l'ombre et de l'eau qui coule à flot. Plus de traces de sable. La cité-jardin a tout recouvert. Les expatriés occidentaux, attirés par le cours des grandes affaires, y vivent comme dans une sorte de Grand Genève encore plus tranquille. Les familles émiriennes se sont appropriées naturellement les espaces et les usages d'une ville que leurs grands-parents n'auraient jamais imaginée. Certes, les plaisirs y sont sobres et les loisirs sagement ordonnés. Et si le climat diffus de sécurité maximum sans présence policière laisse planer une impression un peu cotonneuse d'ennui menaçant, l'océan, longtemps horizon dangereux de toutes les aventures, est devenu une plage pour les familles du vendredi férié, tandis que les requins ont replié leurs nageoires vers des fonds plus propices plutôt que de se casser les dents sur les frelons de la mer. On est pourtant en terre lointaine. Il n'y a pas de nostalgie du passé, puisque l'islam, la tradition, la langue y appartiennent aussi à la jeunesse. Tout est dû à l'action de cet homme, Shir Zayed bin Sultan Al Nahyan, qui célèbre l'anniversaire de la création de l'État entouré des autres princes des Émirats. Liturgie militaire anglo-arabe, très tendance Laurence d'Arabie, matériel d'armement français, rituel tiers-mondiste célébrant la vertu du père fondateur. Abu Dhabi donc, mais aussi Dubaï, Sharjah, Ajman, Al-Kaiwan, Fujairah, Ras El Khaimah. Comment est-il parvenu à réunir ce confetti de royaumes poétiquement dispersés sur un atlas désolé en une nation puissante et respectée? Le pétrole n'explique pas tout. C'était un homme qui respirait le calme. Il ne donnait pas du tout l'impression d'avoir une crainte, ni physique, ni politique. Il exprimait le calme. Et c'était un conciliateur, ouvert, réservé, observateur, pas antagoniste. Un gars d'un très joli souvenir. Parce que j'ai éprouvé pour lui assez vite, et puis ça s'est développé un peu, des sentiments de considération, et ça vous paraîtra bizarre, d'amitié. L'Abu Dhabi des rares voyageurs plus ou moins égarés des années 60. Une lagune fantomatique de cabanes en palme sur laquelle veille la forteresse hiératique du souverain. Au-delà, un désert de 70 000 km² sans frontières précises, où des tribus sorties du fond des âges se livrent à de constantes vendettas meurtrières. Shir Chaghbout règne sur ces terres calcinées depuis la fin des années 20. Une performance, puisqu'entre frères et neveux, ses prédécesseurs se sont assassinés en l'espace de quelques mois, et qu'il a en revanche réussi à asseoir son pouvoir à force de prudence et d'habileté, mais aussi de méfiance et de ruse. Chaghbout incarne l'homme du désert. L'État n'est rien, l'islam décide de tout. Shir Chaghbout, qui était un homme très sage et très intelligent, et qui est venu dans une période très difficile pour son temps, a pu établir une stabilité à l'intérieur d'Abu Dhabi, de 28 jusqu'à 66. Mais il était l'homme de notre époque.
Le colonel John Bousted est l'œil de sa gracieuse majesté sur ce recoin perdu de la côte des pirates, placé sous protectorat britannique pour mettre fin à d'imprudents brigandages maritimes sur la route des Indes. Un dur à cuire dans la plus noble tradition anglaise des coureurs d'Orient. Discipline façon public school, caravane oasis et whisky, l'arabe comme seconde langue. Le colonel fait le siège de Chaghbout pour qu'il modernise son émirat et accorde des licences de recherche aux compagnies pétrolières. Tout est lié, et c'est d'ailleurs bien ainsi que Chaghbout l'entend. Le pétrole, c'est le début des temps modernes, auxquels il se refuse obstinément. Un autre gentleman connaît aussi fort bien les mirages de ce genre d'échange. Wilfred Thesiger, explorateur, écrivain, photographe, poursuivant un idéal d'absolu parmi les terres les plus hostiles et les hommes les plus fiers. Dans la relation de son héroïque expédition à travers le désert des déserts avec son escorte bédouine ombrageuse et fidèle à la fin des années 40, Thesiger évoque en toute estime ses rencontres avec Chaghbout. Il loue son sens de l'hospitalité, son attachement aux mœurs frugales, sa volonté de préserver absolument le monde d'hier. Mais Thesiger est le portraitiste mélancolique d'un temps qu'il sent condamné, et il doute que Chaghbout ait tous les atouts en main pour s'adapter sans se renier. Or, Thesiger a connu aussi l'un des frères de Chaghbout qui se tient à l'écart, Zayed, gouverneur de l'oasis d'El Ain, berceau de la famille régnante, à une semaine en chameau d'Abu Dhabi, le bout du monde. Zayed ne court pas seulement le désert depuis l'enfance, il le survole comme ses compagnons les faucons. Bien plus qu'à l'école coranique où il n'est pas resté longtemps, il y a tout appris de ce qui sert à comprendre les hommes, leur grandeur et leur faiblesse. Il a aussi rencontré dans ses périples quelques représentants des compagnies pétrolières, navrés de s'être fait rabrouer par Chaghbout. Zayed a encore une autre qualité unique sur un sol aussi austère, la joie d'y vivre avec ses enfants et ses amis, ainsi qu'un sens de l'humour qui s'accommode fort bien de sa pratique religieuse. Cheikh Zayed avait une vie très troublée. L'environnement autour de lui, c'était le désert avec les problèmes entre les tribus, avec tout ce qu'il existait, même au sein de la famille royale elle-même, des problèmes de succession. Donc sa vie était très dure. Mais il était dès le début très sage, très intelligent. Il avait l'esprit ouvert. Il avait cette capacité de comprendre les autres, de vouloir comprendre les autres. Il avait cette capacité d'être très fier, par exemple, de son héritage, de son patrimoine, mais en même temps d'être capable d'ouvrir son pays pour accepter le modernisme, avec tout ce que ça implique de changements autour de lui. Chaghbout a évidemment conscience de la rivalité latente dont les pétroliers investissent son frère. Mais il lui fait confiance et c'est ainsi qu'il l'emmène à Londres, au couronnement de la jeune reine Élisabeth, apothéose éphémère de la monarchie et de l'Empire. Pour des princes protégés d'à peu près tout, sauf du snobisme des fonctionnaires britanniques. Installés derrière les roitelets africains et les maharajas détrônés, les deux frères ne perdent rien du spectacle, mais de manière différente.
Chaque bout exigera désormais que les délégations des pétroliers soient présidées par des lords. Zayed remarque surtout à quel point l'Europe appauvrie de l'après-guerre a besoin de l'or noir pour se refaire. Quand le Koweït, le Qatar et l'Arabie saoudite bénéficient depuis des lustres d'une prospérité inouïe et que l'on raconte qu'il y a des ascenseurs, des climatiseurs et des piscines à Bahreïn, Abu Dhabi continue à végéter dans une misère à décourager les timides velléités de rares Anglais écrasés sous leurs ventilateurs. Puisque chaque bout d'or, autant ne rien construire pour ne pas le réveiller. Enfin, il a tout de même consenti à financer une petite usine pour raffiner l'eau de mer, mais elle est quasiment imbuvable. Tout est à l'avenant. La période de la guerre où plus rien n'arrivait de l'étranger se prolonge. Et il n'y a rien non plus à produire pour l'extérieur. Et puis déjà qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, il n'y a pas si longtemps, quand on se faisait la guerre avec Dubaï, maintenant les derniers habitants s'en vont, happés par le retour au désert ou tentant leur chance chez les frères ennemis d'hier. À cette époque, Abu Dhabi était un village de pêcheurs, sans route, sans électricité ni téléphone et sans communication avec le monde extérieur. Lorsque j'étais à l'école, en 1962, dans la première école d'Abu Dhabi, j'avais environ 12 ans. Le professeur nous avait alors demandé quelles sont vos attentes pour le futur d'Abu Dhabi. Mais nous n'imaginions pas qu'Abu Dhabi puisse changer, car il n'y avait aucun signe d'un changement possible. Abu Dhabi a peut-être du pétrole dont il ne se sert pas, mais l'émirat de Dubaï, pourtant 10 fois plus petit, dispose en revanche d'une richesse dont il tire profit depuis l'Antiquité. La crique, s'enfonçant dans le désert tel un port naturel, refuge des pirates dans le passé et carrefour maritime vers l'Iran et l'Inde pour tout le commerce de la péninsule arabe. Aux Bédouins des longues caravanes du sel et de la soif, les Arabes, des beaux navires et de la course intrépide. Heureusement qu'Henri de Montfred était de l'autre côté sur la mer Rouge. Il aurait sans doute remarqué qu'il y avait encore des trafiquants d'esclaves. Les affaires faillirent même s'emballer dans les années 30, quand les pêcheurs de perles écumaient au large de Dubaï. Enfin, Dubaï respire l'air de la mer. Et si l'on n'y rencontre pas plus d'une trentaine d'Européens durant les années 50, l'arrivée miracle d'un Tepaz et de Leila Mourad font passer sur les souks et dans le regard des hommes le désir du progrès. À Dubaï, les promesses de prospérité relative seraient restées lettres mortes sans le dynamisme et l'intelligence du souverain Shir Rachid bin Saad Al Maktoum, qui a pris la suite du long règne immobile de son père. Aux guerres incessantes avec ses voisins d'Abu Dhabi de Sharjah, Shir Rachid a très vite préféré celles qui se mènent par téléphone à la City de Londres. C'est ainsi que le Premier ministre conservateur Macmillan, pourtant adepte de la scène politique selon laquelle il faut regarder ailleurs quand les natives s'entretuent, s'intéresse à ce prince qui a autorisé par exemple l'implantation d'une église anglicane dans son État. Et pour Shir Rachid, Londres offre aussi l'occasion d'inaugurer la durable et fiévreuse romance des émirs avec les grands magasins Harrods. Tant de richesses encore hors de portée.
Shir Rachid observe tout ce qui lui manque, soupèse ce qu'il désire et profile son regard d'aigle vers le rêve qu'il nourrit. Faire de Dubaï, un jour, la métropole du grand business international. Troisième en importance et longtemps le plus influent par l'ambition de sa dynastie Al-Qasimi, l'émirat de Sharjah s'est enfoncé dans la torpeur. Seuls des enfants s'ébattent dans sa crique ensablée où les bateaux ne s'abritent plus et la vie semble s'être retirée des souks avec le tarissement du commerce du sel et des perles. Relief de son lustre ancien, Sharjah abrite, ensommeillé par la fournaise et par l'ennui, les maigres services du protectorat britannique. Ainsi que le seul aérodrome de la côte, escale sur la route des Indes, bricolé sur une langue de sable à peu près plane. Trafic modeste et ânes à la demande pour le transport des valises. Un cinéma de fortune soutient le moral des rares étrangers, condamnés à s'y morfondre à la poursuite d'une morne carrière. Éphémère oubli que procurent les mélodrames égyptiens assis sur des bidons d'essence quand on a été oublié du reste du monde. Cependant, Sharjah a d'autres ressources. La famille régnante compte parmi les plus lettrés. Bien avant Abu Dhabi et Dubaï, les enfants y vont à l'école en sus de l'enseignement coranique. Initiative inouïe, il y a même une classe pour les petites filles avec une vraie maîtresse. Des cours de gymnastique et peut-être un avenir différent que celui que la coutume leur prépare. À Sharjah, la situation politique est en revanche un peu plus traditionnelle. Conjuration familiale, haine fratricide, révolution de palais. Il faudra attendre le début des années 70 pour que le calme revienne avec Sheikh Sultan bin Mohammed, un jeune prince qui a fait de solides études et cherche la meilleure issue pour enrayer le déclin de son émirat. 4 autres principautés s'égrènent le long du Golfe et jusqu'à l'océan Indien, petits États très pauvres mais jaloux de leur indépendance et de leur heure de gloire désormais fanée. Émiettés en tribus belliqueuses où les fusils partent tout seuls pour ponctuer des codes d'honneurs implacables. À l'étranger qui s'ensable et se désespère, l'homme de la tribu se montre le plus souvent amical, gai et secourable. L'extrême dureté de la vie du désert a rendu l'humanité plus tangible, mais il n'y a pas d'autre futur que le perpétuel combat pour la survie. D'un point de vue historique, ces Émirats s'entre-déchiraient. Ils étaient opposés les uns aux autres et n'avaient jamais travaillé ni communiqué ensemble. Il n'y avait aucune route qui les reliait, ils n'avaient pas de contact entre eux et ne se rendaient jamais visite, surtout à Abu Dhabi. À Abu Dhabi, néanmoins, les émissaires des compagnies pétrolières ne se découragent pas. Ils continuent à rendre visite à Shir Shakhbout, qui veille à les recevoir avec tout le protocole un peu rugueux qu'assurent ses gardes et ses faucons. Mais averti par son frère Zayed, qui sait désormais que les réserves sont considérables, et dûment chapitré par l'increvable colonel Bousted, Shakhbout est désormais prêt à quelques accommodements contre des rétributions qu'il calcule âprement. Mais si sa parole d'honneur est fiable, sa signature au bas d'un contrat est en revanche introuvable. Shakhbout a la hantise de signer quoi que ce soit. Le moindre papier réveille aussitôt sa méfiance. Enfin, celui-ci a su manifestement s'y prendre. Il doit avoir empoché certainement le précieux paraphe, tant convoité, pour repartir si content et sans demander son reste, sans doute de peur que Shakhbout regrette son imprudence. À sa manière, Shakhbout avait d'ailleurs raison de s'inquiéter. Le pétrole est un monstre de guerre qui s'avance, bardé de mécaniques barbares, et qu'aucun obstacle naturel ne saurait arrêter dans sa progression. Il écrase
l'espace et le temps, par sa présence même. Or, les capacités d'extraction d'Abu Dhabi dépassent très vite toutes les prévisions les plus optimistes. Et une fois installées, les compagnies ne sont pas prêtes à remballer leur matériel ni à rapatrier leurs hommes. Il s'agit d'ailleurs d'une sorte d'épopée servie par des travailleurs qui ne ménagent pas leur peine dans le bruit, la chaleur, l'inconfort de leurs conditions d'existence. Le sport très prisé, consistant à accuser les compagnies de prédation, ne rend pas compte de ces efforts, comme des dangers qu'affrontent les conquérants de l'or noir. En revanche, les habitants d'Abu Dhabi mesurent bien le séisme qui est en train d'ébranler leur histoire. Das Island, par exemple, rocher aride au large de la côte, s'est transformé en une fourmilière qui crache l'huile, le feu, les milliers de barils, sans oublier les gentils petits pourcentages de chaque goutte. D'ailleurs, n'est-il pas désormais tout à fait convaincu, puisqu'il honore précisément Das Island d'une visite où son frère et toute sa famille embrassent à qui mieux mieux les officiels britanniques venus pour l'accueillir. Chagbout n'a jamais été très porté sur les effusions et contrairement à Zayed, constamment entouré par ses familiers, il préfère à tout prendre la courtoisie protocolaire des étrangers aux démonstrations de gaieté et d'enthousiasme de ses proches. Le fait est qu'il se sent un peu perdu, timidité naturelle ou méfiance atavique. British Petroleum, Esso, Shell, les drapeaux de ces États sans autre territoire que le sien, lui rendent hommage à leur manière en le faisant applaudir à la tribune par des immigrés et des expatriés qu'il ne connaît pas. Le colonel Bousted a veillé sur tous les détails pour lui témoigner son amitié personnelle et le respect qui lui est dû, avec une prise d'armes. Mais Chagbout est trop fin pour ne pas sentir que la puissance lui a glissé des mains. Il se demande qui saurait parler d'égal à égal avec ceux qui prétendent devenir les nouveaux maîtres. Zayed peut-être? Hélas, rien n'est si simple. Comme Louis XIV, revenant furieux de Vaux-le-Vicomte et faisant embastiller Fouquet, Chagbout serre encore plus les freins de la modernisation de l'émirat. Mais dans quel recoin du palais cache-t-il donc tout cet argent qu'on lui verse? En tout cas, c'est trop tard pour arrêter la machine. Abu Dhabi rattrape à tâtons son retard avec une nouveauté sensationnelle, le Beach Hotel, où l'on s'entasse la nuit dans les couloirs en s'endormant avec des soupirs d'émotion pour la chanteuse libanaise. Invasion des Land Rover, qui s'enlisent moins facilement que les américaines. Quant au pétrole, c'est aussi de l'essence qu'on achète à une pompe pour les faire circuler. On en exporte tellement qu'on aurait failli l'oublier. Ceux qui ne cessent d'y penser, en tout cas, ce sont les travailleurs de l'or noir, qui se plaignent d'être exploités et manifestent. Précisons, pas les Européens qui sont payés directement par les compagnies, mais les immigrés qui doivent l'être par Chagbout sur la part qui lui revient. Pour l'homme de la tribu, le pétrole est un don du ciel. Pour son émir, c'est un cadeau dangereux qu'il faut soustraire à la convoitise générale. Quand on a découvert le pétrole, le peuple voulait changer son niveau de vie. Et Chagbout n'était pas fait pour cela. C'était un homme très conservateur qui ne voulait pas qu'on change le rythme de la vie dans son propre émirat. Le fleuve en creux du pétrole éloigne de plus en plus les deux frères l'un de l'autre. Zayed reste à El Ain, l'oasis dont il est le gouverneur et où il a ses racines, à une semaine à dos de chameau d'Abu Dhabi. Il en est le maître aimé et incontesté, depuis qu'il a mis fin à la désertification qui menaçait la Palmeraie, en faisant refaire les canaux. Une entreprise extrêmement ardue, négligée depuis des décennies. Il y a même engagé l'or de sa part d'héritage pour emprunter les sommes nécessaires.
Al-Ain est redevenu un jardin d'Éden pour protéger la vie, si menacée dès qu'on en sort. Cette vie conforme à son heureux caractère, débordante de gaieté et de jeux d'enfants. Mystère de ce petit film d'amateur, où on le voit se baigner avec ses fils dans une piscine naturelle. Leur joie n'est pas feinte, mais qui a eu l'idée et les moyens de ces images qui contrastent tellement avec l'atmosphère morose que l'on respire au palais de Chaghbout. La renaissance d'Al-Ain attire évidemment les tribus qui avaient déjà l'habitude d'y faire étape, mais aussi d'autres qui viennent de plus loin, considérés avec défiance et parfois également hostiles. Les affrontements souvent sanglants sont monnaie courante. Mais pour Zayed, tous les Bédouins sont ses frères. Il comprend leur humour, il partage leur rire comme leur souffrance, il connaît l'héroïsme tranquille de leurs interminables aventures. Et eux, eh bien eux, ils le savent. Mais il y a eu plus grave, une vraie petite guerre bien dangereuse lorsque Al-Ain fut convoité par Oman et l'Arabie saoudite qui mordirent sur une frontière mal dessinée. Il fallut mobiliser le petit détachement formé par les Anglais qui était censé mettre fin aux agressions, mais qui attendait ces consignes de Londres qui ne venaient pas et laissaient s'envenimer la situation. Trésor de diplomatie pour avoir utilisé la force du protecteur officiel sans avoir eu l'air de dépendre de lui, et succès final quand les voisins renoncèrent sans plus insister. Autant de réussites dont il retire un grand prestige auprès de sa famille, de sa tribu et de cette notion encore vague du peuple d'Abu Dhabi. C'est prometteur, mais c'est peut-être aussi dangereux. Quand il était nommé gouverneur à Al-Ain en 1946, il existait de vrais problèmes autour de Al-Ain. Il n'y avait pas de la sécurité, les gens volaient, il y avait de kidnapping, et il a pu quand même développer autour de lui le consensus. À Al-Ain, aujourd'hui, on préserve précieusement le palais où vécut Zayed durant les 20 années où il fut le gouverneur de l'Oasis. On aimerait y croiser son fantôme et celui de ses fidèles, du temps où ces lieux résonnaient de leurs plaisanteries et de leurs disputes. Mais c'est désormais un peu impersonnel, même s'il est interdit aux visiteurs de s'approcher du quartier des femmes. Elles étaient cachées, elles ont disparu, la mémoire est une barrière. Il reste en revanche sa Land Rover avec laquelle il entraînait toute son escorte pour aller de tribu en tribu, s'enquérir des besoins, apaiser les querelles. Expédition d'hommes entre eux, insouciants comme des enfants, qui suivent aveuglément leur père, n'ont pas peur de la mort car elle dépend seulement de Dieu, et s'amusent dans un univers qu'ils ne peuvent comparer à aucun autre et leur paraît illimité. Le temps du festin entre joyeux compagnons est celui de toutes les réconciliations quand elles ont tardé à venir. Entre Bédouins, le naturel est de rigueur et foin de grande manière. Curieusement, les étrangers de passage semblent préférer que Zayed les traite au palais, où l'on mange bien sûr aussi par terre et avec ses mains, mais où les serviteurs évitent au moins de marcher en pieds nus dans les plats. Zayed, comme toujours, content d'être parmi les siens, mais aussi discrètement distant, un peu ailleurs. Et quand la fête se prolonge le soir avec la danse des jeunes filles et les chants, les poèmes de ses joyeux compagnons, il garde le silence et semble encore plus loin. Serait-ce maintenant la nuit de son destin? Cheikh Zayed hésitait à prendre le pouvoir. La famille était très claire en disant « nous voulons un changement, nous voulons maintenant un homme qui peut accepter la nouvelle époque, la nouvelle ère avec le pétrole ».
La mère de Cheikh Zayed avait dit à ses enfants, vous ne devez jamais attaquer l'un l'autre. C'est pour cela qu'on a demandé à Cheikh Charbout pacifiquement de passer la succession à son frère. Il y avait une lettre de la famille. Ce message lui a été remis dans le palais. Il a accepté. Certes, mais il est probable aussi que les protecteurs britanniques avaient appuyé sur la touche exit. On lui a offert une retraite avec dignité. Il est parti en avion avec sa famille pour passer 2 ou 3 ans à l'étranger. Chakbout se retira plus tard à Al Ain, où il vécut encore de longues années, entouré de beaucoup d'égards par son frère. Zayed prit toujours soin de le présenter comme un exemple de sagesse. On eut celle de le croire sur parole. Pour Zayed, il faut absolument préserver les farouches bédouins qui sont les sentinelles de son âme, pour qu'ils acceptent des manières de vivre et de penser qu'il ne leur demande pas d'imiter, mais qui changeront aussi leur perception du monde. Cheikh Zayed, c'est à la fois donc, la grande vision, la vision stratégique, et en même temps le grand réalisme politique. Cheikh Zayed ne combat pas les moulins à vent, et il a un sens des priorités. Les priorités, c'est d'abord de développer son pays de manière rationnelle, pas du tout fantaisiste, avec toujours le souci de l'avenir. C'est quelqu'un qui a une vision plus large que le quotidien ou ses propres racines. Oui, changement radical, porté par le déferlement des projets. خارج البلد اللي هو متجه من أبو ظبي إلى البريمي والجسر والمطار. نعم. وهناك باقي معنا اللي فيه التخطيط هو الميناء والطرق في مدينة العين وضواحيها. On se rue du monde entier sur le chantier d'Abu Dhabi. Dilemme inattendu, il faut apprendre à choisir entre les types sérieux et les arnaqueurs de tout poil. C'est difficile, ils ont tous des millions de dollars dans la prunelle et sont prêts à se coucher comme des carpettes devant le nouveau Crésus. This is just the location of it. Now, you are approximately in this area here, Your Excellency, Your Highness. It would take very easily 4 or 5 of the big VC-10s. يعني المنطقة هذه الآن تسع حوالي 5 طائرات من الطائرات الكبيرة. One of the difficulty things that we don't know how many aircraft will be coming in here, Your Highness, and this is one of the things which you yourself will have to decide how many airlines you'll permit to come into Abu Dhabi, and this will of course govern the number of aircraft here at any one time. وتمشي فيها السيارات وين؟ لا أنا مو براضي عن هذا. Small scale model, yes, oh yes. We'd have to show detailed plans. Yes, bigger. لا 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 لا. Après que le Shir Zayed soit devenu le dirigeant d'Abu Dhabi, j'ai vu les grues, les bulldozers, les camions et d'autres engins arriver. Et alors j'ai réalisé qu'Abu Dhabi changeait parce qu'il y avait un nouveau dirigeant ainsi qu'un nouveau gouvernement. Enfin, ce n'est pas encore tout à fait Sciences Po et l'ENA. Et si la nouvelle haute fonction publique garde un robuste fond rustique, pendant que des enfants jouent avec les machines à écrire et que sommeillent faucons et soldats, c'est surtout à l'arrivée du patron que le mirage d'un État moderne commence à prendre quelques consistances. De toute façon, Zayed ne modifie aucunement la manière de gouverner dont il a l'expérience et dont tous ceux qu'il commande ont l'habitude. Le Majlis, c'est-à-dire le Conseil, ouvert à tous, faucons compris, permet à chacun de faire entendre sa voix.
Le débat est libre, largement contradictoire. La capacité d'écoute et l'aptitude au consensus de Zayed lui permettent de décider. En revanche, une fois que la décision est prise, plus personne ne conteste. L'aura qui était la sienne, l'autorité naturelle qui émanait de lui et le respect dont il jouissait de la part de la population était réel, indéniable. Donc il n'en imposait que plus aisément ses vues. Certes, si le pouvoir s'est remis en marche, il reste néanmoins à effectuer quelques autres réglages. Il n'est pas question d'organiser bien sûr une cour à l'orientale, histoire d'en flanquer plein la vue aux étrangers, mais enfin il conviendra d'observer désormais le bon ton dans les relations mondaines, qui passent comme chacun sait par la façon de se tenir à table et de se servir de ses couverts. Malgré la consternation générale des convives, médusés par la perspective de l'ascension périlleuse du grand style qui les attend dans leur assiette, la métamorphose de Zayed en maître de cérémonie imperturbable des belles manières de table redonne un peu de courage aux nostalgiques impénitents des doigts dans la sauce et de la boule de riz enfournée à pleine main. Soit ce n'est peut-être pas encore tout à fait ça. Il reste à apprendre à ne pas invectiver le maître d'hôtel et à éviter de parler la bouche pleine. Mais enfin, grosso modo, on est prêt pour la prochaine étape, Londres, la gentry, Buckingham. De toute façon, Zayed n'est jamais intimidé ni réticent quand il découvre des milieux qu'il ne connaissait pas. Les élégantes ladies qui ne baissent pas les yeux, les gentlemen en smoking à l'amabilité fleurie, tout le monde est surpris de le découvrir si courtois et tellement à l'aise. Comme on apprend aussi qu'il n'éprouve pas plus de gêne à renégocier sévèrement avec ses nouveaux amis les contrats pétroliers et le montant des royalties. Survient l'annonce à laquelle il s'était préparé, confirmée de la bouche même du Premier ministre travailliste Wilson. Puisque l'extraction du pétrole est assurée, l'Angleterre va se retirer des Émirats qui ne lui servent plus à rien d'autre. On est d'ailleurs bien pressé à Downing Street. L'Angleterre traverse une passe difficile, le processus vers l'indépendance a des airs de liquidation. Un nice cup of tea chez Sa Majesté ne dissipe pas cette impression. Pourtant, la reine, si habile à se montrer toujours positive, lui réserve un accueil très amical. Il n'est pas question de rupture, mais d'inventer une nouvelle relation. Zayed ne pensait sans doute pas que l'échéance serait si brutale. Malgré sa richesse virtuelle, l'émirat est nu et convoité. Il ne peut pas compter seulement sur lui-même pour s'en sortir. Qui saura aider Zayed à relever un tel défi? Tout est dangereux. L'Arabie Saoudite, l'Iran et Oman n'attendent que le départ des Anglais pour les remplacer. Chaque émirat de la côte joue son propre jeu en croyant qu'il se sauvera tout seul. Or Zayed voit désormais que c'est le contraire qu'il faut faire et s'unir. Lorsque le Shir Zayed commença à imaginer l'unification des Émirats, nous nous sommes mis en retrait et nous avons choisi la neutralité. Nous n'imaginions pas que cela puisse arriver. Les frères ennemis sont encore plus impitoyables que les étrangers. Certes, Zayed peut compter sur le bon vieil émir d'Ajman, dont on embrasse tout le territoire d'un seul regard depuis le tour de son palais, mais ça ne va pas bien loin. Et tous les autres ont de pleins sacs de vieilles querelles à déballer dès qu'on essaye de leur parler. Troupeaux de chameaux volés, femmes enlevées, insultes qui n'ont pas été lavées, enclaves disputées, Zayed s'épuise à courir chez les uns et chez les autres, en remontant un temps qui n'est vraiment pas celui du pétrole.
tandis qu'à Londres s'écoule inexorablement le sablier de l'abandon. Reste une solution hasardeuse et risquée, celle de convaincre le rival et l'adversaire de toujours, Shir Rachid, le maître de l'orgueilleuse émirat de Dubaï. Durant toutes les années du sommeil d'Abu Dhabi, Shir Rachid n'a pas perdu son temps. Il a modernisé son État et faute d'avoir suffisamment de pétrole, il a persuadé les compagnies, exaspérées par l'attitude de Shah Bout, de se replier sur Dubaï, ses communications, son port, ses containers maritimes géants. À quel prix serait-il disposé à oublier les hostilités sanglantes du passé, quand il est vrai que ni lui ni Zayed n'étaient en mesure de les empêcher? Cheikh Zayed était l'homme de vision, il était l'homme politique, il était l'homme ambitieux, il était l'homme qui voit très loin. Cheikh Rachid était l'homme pratique, l'homme qui voulait être sûr que chaque étape est bien réaliste. C'était l'homme aussi de projet, c'était l'homme de commerce ouvert. Et c'était bien d'avoir ces deux personnes venir l'un en aide de l'autre. Cheikh Zayed nous a raconté une fois que quand il a commencé de parler de la fédération avec Cheikh Rachid, Rachid lui a dit « Mais Cheikh Zayed, comment est-ce qu'on peut établir un État moderne? On n'a pas de la police, on n'a pas l'armée, on n'a rien. Comment vous voulez qu'on établisse vraiment un État moderne ?» Et Cheikh Zayed lui a dit « Oui, on peut et on va le faire. » Le businessman de la mer et le prince des sables, 2 ans de négociations fiévreuses. Au fond, ce que demande Zayed, c'est un chèque en blanc à Rachid, qui est pourtant passé maître dans l'art de faire attendre les factures. Mais finalement, c'est toujours l'utopie qui déclenche l'assentiment des hommes intelligents. Et Rachid retrouve dans les chimères de Zayed le reflet de ses propres rêves. Voilà, c'est fait. Il lui accorde son bien le plus précieux, sa confiance. Je pense que c'était le partenariat entre Cheikh Zayed et Cheikh Rachid qui a vraiment créé la Fédération des Émirats arabes unis. Souvent, de grands secrets se cachent au cœur de ceux qui chantent et dansent comme s'ils étaient heureux. Pendant combien de temps Zayed a-t-il supporté sans plainte de voir que son frère Shah Bout se trompait? À quel moment a-t-il su qu'il fallait faire tout le contraire, rompre avec l'avarice et tendre ses mains pleines? C'est ainsi que les pauvres émirs ont enfin compris qu'ils allaient devenir riches. Cheikh Zayed était très généreux en disant que le revenu d'Abu Dhabi est un revenu à partager avec tous les Émiriens. Mais en même temps, à chaque Émirat aussi de faire son propre développement, avec sa propre famille royale. C'est pour cela qu'on a réussi, là où plusieurs essais par d'autres pays arabes de se fédérer n'ont jamais réussi. Tout est donc prêt pour signer en même temps l'acte d'indépendance et la proclamation du nouvel État auprès du haut fonctionnaire britannique qui attend impatiemment son bon de sortie. Enfin presque, le Qatar et Bahreïn, qui devaient faire partie de la fédération, ont décidé au dernier moment de jouer cavalier seul. Vieilles rancunes insurmontables et surenchères pétrolières. L'enthousiasme n'est pas de mise. Et puis ces papiers qui circulent et que l'on paraphe sans bien comprendre n'inspirent pas vraiment confiance. Or, il s'agit pour Zayed de créer l'irréversible et de faire reconnaître internationalement un pays qui n'existait pas, une nation qui reste à construire, un État dans les limbes. En dehors de Zayed, de Rachid et de quelques émirs dont on ignorait à peu près partout l'existence, qui croit en cet instant au succès de l'aventure et qui souhaite qu'elle réussisse? Dubaï aujourd'hui,
Son Burj Al Khalifa, 800 mètres, la tour la plus haute du monde. Ses centres commerciaux géants, le duty-free de la planète, avec leurs stations de ski sous cloche où dévalent des Australiens en Bermuda et des Saoudiennes en tchador. Son Burj Al Arab, le palace des stars pour magazine. Mais la puissance, les affaires et l'argent circulent désormais sur Sheikh Zayed Road, la nouvelle crique de béton, d'acier et de verre, où s'écoule 2 à 3 millions d'habitants, ça ne cesse d'augmenter. 80% d'étrangers, la loi et l'ordre, aux mains d'hommes immaculés et courtois que l'on remarque à peine. Au début, il y a 40 ans, les immigrés qui ont tout construit, les villes, les routes, les aéroports, venaient surtout du sous-continent indien. Laborieuse piétaille, fuyant sa misère originelle pour une exploitation sans droit ni garantie, dont des flics arrivés d'Égypte étaient le sésame, confisquant les passeports. Les travailleurs s'entassaient dans des labor camps misérables. Marchands de sommeil, rixes entre groupes ennemis, l'épuisement ne suffisant pas à éteindre des haines ethniques ataviques. Et malgré tout, il en est venu de plus en plus. Métropolis en construction, dévorant, tel Moloch, la force de travail, qui lui permettrait d'accueillir ensuite les cadres occidentaux en bras de chemise dans leur bureau du 40e étage climatisé. Esclavage moderne ou naissance d'une classe ouvrière prête à se défendre. Mais qu'en pensait Sheikh Zayed? Je ne crois pas qu'il ait été vraiment au fait de la réalité, mais c'est vrai que chaque fois que son attention a été appelée, il a agi et tranché dans un sens qui était plutôt le bon. Il s'est toujours attaché à réparer les injustices et à prendre des décisions en faveur de ceux qui étaient lésés. Mais il n'est pas certain qu'on n'ait pas voulu aussi lui cacher une grande partie des choses pour éviter ses réactions, parce que c'est un homme qui peut réagir de manière très vive. Difficile de savoir ce qu'il en est maintenant vraiment du sort actuel des immigrés, qui se regroupent naturellement selon leurs origines, désormais très diverses, partagent des loisirs tranquilles, présentent un visage avenant et ne répondent pas aux questions trop précises. On ne fait pas de politique aux Émirats quand on veut y rester. Les autorités, alarmées par la réputation catastrophique dans ce domaine de leurs voisins du Qatar ou d'Arabie Saoudite, affirment fortement et régulièrement que les droits élémentaires sont respectés. N'y a-t-il pas des clubs de sport, des dispensaires, des églises et des temples? Ne donne-t-il pas l'impression d'être plus en sûreté et finalement plus heureux ici que dans leur pays d'origine? Il faudrait sans doute plus que ces assertions et ces images paisibles pour contenter la conscience occidentale, si prompte à s'émouvoir comme à détourner la tête. Sheikh Zayed suit de très près l'augmentation prodigieuse de l'extraction du pétrole, la mise en concurrence des compagnies rivales, l'encaissement exponentiel des ressources. Le combat pour le développement est une course de vitesse contre ceux qui ont la nostalgie des temps anciens. Et c'est la juste répartition des bénéfices de l'huile miraculeuse qui assure la cohésion des Émirats et la permanence de son pouvoir. Sheikh Zayed reçoit aussi beaucoup dans le palais moderne qu'il a fait construire. Étrangers, ils sont aussi bienvenus que les Bédouins et seuls les faucons tirent un peu le bec. Mais si le pétrole ouvre le monde devant lui comme un éventail, il cherche en fait le pays ami qui lui permettra de se raffermir encore. L'Angleterre, elle est partie. L'Amérique, elle est en Arabie Saoudite. La Russie, elle ne croit pas en Dieu. Reste la France, qu'il connaît à peine, mais dont le président bien inspiré vient justement de l'inviter.
Alors le premier du Golfe que j'ai reçu, c'est Shir Zayed. Et donc moi je l'ai invité et je l'ai reçu comme je recevais les grands chefs d'État, de la même manière, en face de l'Élysée, à Marigny, avec tous les égards normaux, avec la garde républicaine et ainsi de suite, ce qui, je crois, ne lui était jamais arrivé. Et nous avons eu les repas traditionnels, moi-même l'invitant, lui-même m'invitant. Nous avons échangé des petits cadeaux qui étaient des souvenirs réciproques. Et nous avons noué une relation qui s'est établie, qui s'est densifiée et qui a duré jusqu'à mon départ. Guerre du Kippour, victoire d'Israël, embargo arabe sur le pétrole, Cheikh Yamani entre en scène avec les nouveaux tarifs. Le brillant jeune ministre saoudien au sourire enjoué a le scanner de l'économie mondiale bien en tête. Et quand le terroriste Carlos vous a tenu son revolver sur la tempe pendant plusieurs heures lors d'une prise d'otage qui a bien failli mal tourner, on n'a plus peur de rien ni de personne. Allez, c'est le moment, le Venezuela, le Shah et tous les autres de l'OPEP sont d'accord, on fait sauter la banque. Mais Shir Zayed n'est pas un joueur de poker. Moi, je lui ai écrit à plusieurs reprises, au moment des débats pétroliers, pour lui dire de faire attention, parce que, comme toujours, dans ces débats, il y a des ultras, parce qu'il y avait des gens qui voulaient faire monter le prix du pétrole à des niveaux tout à fait excessifs. Je disais, vous démolirez l'économie mondiale, et ce n'est pas l'avantage de l'économie mondiale, mais ce n'est pas non plus à votre avantage. Vous n'en tirerez pas durablement de profit, et vous avez une autorité. Intervenir pour qu'on cherche un niveau de prix du pétrole plus raisonnable. Au fait, Cheikh Yamani n'est pas un apprenti sorcier. Il mesure le danger pesant sur la croissance en Europe. Et ce n'est pas Shir Zayed qui va lui soutenir le contraire. Qui aurait pu penser qu'un tel climat de confiance permettant d'éviter un désastre s'établirait entre eux et donnerait par exemple un autre fruit, l'Institut du monde arabe de Paris, avant que l'on ne reparle du pétrole. J'allais moi-même au sud-est asiatique, je voulais faire une escale dans les Émirats. Et j'avais dit, il viendrait vous voir, vous saluer. Mais on m'a dit, mais vous savez, il manque à l'approvisionnement de la France, je crois que c'est 3 millions de tonnes de pétrole que nous ne trouvons pas. À l'heure actuelle, le marché est très, très difficile. Et est-ce que vous pouvez demander à Shir Zayed s'il peut faire quelque chose? Bon, moi j'étais gêné parce que j'aime pas beaucoup introduire dans les rapports une demande un peu insistante et très intéressée. Et nous avons dîné ensemble et j'ai dit, je suis désolé, j'ai une demande. Vous avez une demande? Oui, j'ai une demande, mais dites quelle est votre demande, elle sera satisfaite. Je me dis, bon, mais vous allez les avoir, c'est tout. Et il l'a fait. Donc il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas eu de marchandage, etc. C'est hop, une espèce de geste spontané. À Al-Ain, c'est-à-dire à la source même de l'histoire de Shir Zayed, la forteresse qui abritait le détachement avec lequel il repoussa naguère les Omanais et les Saoudiens et fit régner la paix entre les tribus, est devenu un musée consacré à l'œuvre de l'homme qui le reconnut le premier et qui porta sur son pays un même regard que le sien. Wilfred Thesiger, qu'il surnommait affectueusement Mubarak bin London. Il n'y a plus qu'une marque d'estime et de gratitude dans cette volonté d'exposer l'œuvre de l'ami anglais. Il y a la volonté de rappeler à chacun d'où Zayed a surgi, le monde auquel il appartiendra toujours, les Bédouins qui sont ses frères, et qu'il tiendra serrés près de lui, comme dans les caravanes ou près des puits, tout au long du grand voyage où il va les entraîner. La modernité n'est qu'un vent de sable, c'est ce passé-là qui est à l'origine de tout et qui dessinera l'avenir.
Enfin, cet État qu'il avait promis à Shir Rachid, il a bien fallu que Shir Zayed le construise, ne serait-ce que pour éviter que l'on se laisse emporter par l'ivresse du pétrole. Les voilà, tous les 7 émirs, offrant l'image d'une harmonie parfaite, assis selon un ordre protocolaire destiné à ménager les susceptibilités de chacun. Zayed est président, Rachid Premier ministre, c'est donc la règle. L'émir de Sharjah hérite de l'instruction publique et même les moins pourvus, qui se tiennent comme intimidés, ont tous un petit quelque chose. L'influence des tribus ne se mesure pas au territoire de leur prince. L'entente de Zayed et de Rachid n'est pas toujours sans nuages. L'essor fulgurant de Dubaï coûte cher. Et les réunions relèvent plutôt du conseil d'administration d'une société où il faut serrer les actionnaires pour freiner leurs ardeurs dépensières. Et dans ce cas, plus de coquetterie. Le patron s'est bien fait refaire les dents, mais il porte lunettes pour vérifier les chiffres. Parfois ça s'envenime, mais porte close sur les éclats de voix. L'image est toujours lisse. Après les tiraillements internes, sans doute y en avait-il. Ils étaient d'ailleurs inévitables. Il y a toujours des rivalités possibles entre les hommes, entre les clans. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que des équilibres étaient toujours recomposés pour permettre au système de continuer à fonctionner. Une république de rois, un parlement des tribus, ainsi avance le laboratoire constitutionnel dont Zayed écrit les ordonnances. En fait, c'est encore le Majlis sous une autre forme, et pour les élections, on s'épargne les paperasses inutiles, puisque de toute façon, tout le monde se connaît. Aux enfants de la prochaine génération le soin de peaufiner le système à condition qu'ils aient bien appris leurs leçons. What's this? It's a falcon. What's this? It's a falcon. This is the national bird of United Arab Emirates. It's the national bird of United Arab Emirates. What's this? It's a falcon. It's a falcon. Cheikh Zayed a commencé l'éducation pour tous les enfants, fils et filles. Il a dit que c'est très important de pouvoir donner cette éducation à tous nos enfants, y compris les filles, puisqu'elles représentent la moitié de notre société. Personne ne sait au juste quand Shir Zayed a appris à lire. Il était un tout petit enfant quand sa mère s'est enfuie à El Ain pour le mettre à l'abri. Après, ce fut un peu d'école coranique et la vie au désert avec les légendes et les poèmes des Bédouins. C'est pour cela qu'il s'avança toujours avec une solennité presque enfantine vers le monde merveilleux pour lui de l'écrier du savoir. Au cours des années qui suivent la naissance de la fédération, Abu Dhabi se métamorphose plusieurs fois. L'île est rattachée à la terre ferme, la corniche comblée pour résister à la mer, les premiers immeubles à étages rasés pour faire place à de plus grands, et ceux-là remplacés à leur tour par des gratte-ciel. Bientôt les embouteillages, le bruit, la pollution. Shir Zayed, qui a déjà sauvé plusieurs espèces animales en voie d'extinction, bloque la croissance du monstre avant qu'il ne soit trop tard, l'étale vers le désert et le transforme en jardin. Le sol est de sable, il y a du sel partout, qu'importe, on trouvera les espèces qui le supporteront. J'étais une des personnes que le Shir Zayed avait choisies pour pelleter et planter des arbres. Je me rappelle de l'enthousiasme du Shir Zayed et de son désir d'implanter de la végétation. Nous avions pris, hélas, l'habitude de parler dans son dos pour dire que quoi qu'il planterait dans le sol d'Abu Dhabi, rien ne pousserait. Maintenant, lorsque je vois toute cette végétation, je remercie Dieu et je remercie Shir Zayed pour tout ce qu'il a fait. Je pense que personne d'autre n'aurait pu réaliser cela. Il ne faut avoir peur de rien. Face aux religieux les plus sourcilleux, Shir Zayed impose la première chaîne de télévision.
On se lance hardiment à la poursuite des feuilletons à l'égyptienne, avec soupirant transi et jolie aguicheuse sagement dévoilée. Panique en direct à la régie pour de jeunes réalisateurs survoltés qui viennent de passer en formation accélérée des reposants couchers de soleil sur le désert aux comédies sentimentales sous la menace d'un baiser intempestif ou d'une œillade suggestive qui mettrait le feu dans les foyers. Pour Shirzayed, hanté par les conjurations fratricides du passé, comme par la manière paisible mais tout de même coercitive dont il a accédé au pouvoir, il est essentiel de désigner celui de ses fils qui sera appelé à lui succéder. Son choix se porte sur l'aîné Khalifa parce qu'il l'a toujours eu près de lui, qu'il est instruit, calme et bienveillant et qu'il saura aussi assurer l'entente avec ses frères. Ces qualités lui permettent d'ailleurs de faire bonne impression lors des missions que Shirzayed lui confie. Pour Shirzayed, comme pour Khalifa, un homme ne l'est vraiment que lorsqu'il est un père, et un fils ne l'est vraiment que lorsqu'il le respecte et qu'il l'honore. À Dubaï, pour Shir Rachid, la solution du droit d'aînesse est également la meilleure. Elle évite dans une certaine mesure les contestations entre frères. C'est donc Maktoum, l'aîné, qui est désigné, alors que c'est Mohamed, le troisième fils, dont les capacités et l'ambition rappellent la personnalité de son père. Bonnes études, académie militaire en Angleterre, très vite à ce qu'il souhaite occuper. Prudence bien avisée, et puis maintenant c'est Shirzayed qui veille aussi sur lui depuis Abu Dhabi. Or, Mohamed est celui qui ressemble le plus à ce que Shirzayed fut dans sa jeunesse. Il trempe ses rêves de gloire dans la culture bédouine et ne semble jamais aussi heureux que lorsqu'il se retrouve au désert quand la nuit vient s'étendre parmi les siens. Comment cet homme avait compris tant de choses. Et d'une certaine façon, il avait un regard plus acéré, plus aigu sur les réalités du monde que des dirigeants de pays développés qui sont normalement au cœur du jeu. Et pourquoi? C'est une question de survie. Trouver le bon positionnement. Arabie, Iran, Irak, États-Unis, Israël, etc. De l'autre côté du rivage s'étend l'empire du voisin le plus puissant. En Iran, on dit le golfe Persique. Le commerce, la navigation s'y déploient sous le regard très attentif du Shah, et 3 îles sont contrôlées par son armée. Indispensable et difficile entreprise pour Shirzayed que d'amadouer celui qui le reçoit avec un faste intimidant, très concerté. Le Shah était un homme froid en soi-même. Il était comme ça, il était très réservé. Il pensait vraiment que les Émirats, c'était un pays des cailloux, qu'il y a des révolutionnaires, des terroristes, que les Émirats, c'était pas fiable comme pays. Shirzayed est resté 3 jours, il a eu plusieurs rencontres avec lui, il a parlé très ouvertement, très chaleureusement avec lui. Et vers la fin, ils sont devenus des amis. Recrue de relations internationales brutales, le Shah retrouve les façons sans détour. Le succès de la rencontre est d'autant plus méritoire de part et d'autre qu'un premier contact quelques années plus tôt s'était déroulé dans un climat glacial. Shirzayed noué par l'inquiétude, le Shah par le soupçon. Et lorsque Shirzayed quitte Téhéran, il y a de la part du Shah comme un mouvement pour le retenir, une tristesse inhabituelle à le voir partir.
Sent-il qu'il glisse déjà vers sa chute et que Shir Zayed sera l'un des seuls à lui proposer spontanément de l'accueillir en exil? Avec le roi Faisal d'Arabie Saoudite, toute tentative d'amitié est vouée à l'échec. Le souverain wahhabite, fort de son prestige personnel et religieux, considère les tribus et les princes des Émirats comme autant de mauvaises herbes qui auraient poussé sur ses plates-bandes et qu'il faudra bien se résoudre à arracher un jour. Mais lorsqu'il est assassiné par un neveu fanatique, la présence de Shir Zayed à ses funérailles décide le nouveau roi, Khaled, à tourner la page des récriminations. Khaled est un homme malade qui sait que ses jours sont comptés. Il s'appuie sur son frère et successeur désigné Fahad. L'un et l'autre sont obsédés par la sécurité de leur royaume et de leur famille. Quand même le palais n'est pas sûr, à quoi bon se chercher un ennemi là où il n'y en a pas? Habilement, Shir Zayed souligne aussi que l'horizon des Émirats est sur le Golfe et non de l'autre côté, vers Riyad, Jeddah, les cités saintes. Alors unissons nos efforts, marchons tous ensemble et retrouvons la confiance de l'enfance. Qaboos, le sultan d'Oman, le troisième voisin au sud, s'étant laissé convaincre à son tour, la sécurité immédiate des Émirats est désormais assurée. Des idées simples pour l'Orient compliqué, Shir Zayed pourrait faire sienne la fameuse formule du général de Gaulle, tant son tranquille bon sens et son aspiration à la paix font grandir sa réputation d'homme d'État. Et pourtant, toute la région est secouée d'insurrections et de guerres incessantes. Aucun conflit ne s'éteint sans en déclencher un autre. C'est en Palestine que se trouve la clé de la machine infernale, mais il semble qu'on l'ait jetée quelque part du côté de Jérusalem et que depuis, personne ne soit parvenu à la retrouver. Shir Zayed est l'allié fidèle de Yasser Arafat. Il considérait que le territoire palestinien appartenait aux Palestiniens, que c'était chez eux, que donc il fallait le leur rendre, et il fallait le rendre suivant les décisions des Nations Unies. Donc c'était une position raisonnable en quelque sorte, mais pas combative. C'était pas un appel à la guerre, un appel à un soulèvement, etc. C'était redonner aux Palestiniens le territoire qui leur revient. Yasser Arafat sait exactement à quoi s'en tenir sur les proclamations sonores de la solidarité arabe. Et Shir Zayed assure une bonne partie des fins de mois difficiles pour une organisation dont le patron gère les finances sur un cahier d'écolier avant de tirer un carnet de chèques froissé de sa poche. Shir Zayed ne cédera jamais aux délires antisémites de certains dirigeants arabes, ni aux appels à la destruction d'Israël. Et c'est peut-être aussi pour cela qu'ils resteront toujours comme deux frères qui se parlent sans contrainte. Quant à Anwar el-Sadat, c'est sans doute le seul véritable ami de Shir Zayed, parmi des chefs d'État arabes où les promesses éternelles de fraternel amour sont emportées au moindre vent de sable. Lorsque Sadat est mis au banc du monde arabe après son voyage à Jérusalem et Camp David, c'est Shir Zayed qui lui tend la main. Entre l'ancien fellah basané que l'établissement égyptien avait si longtemps méprisé et le bédouin autrefois misérable, c'est un lien bien plus solide que les relations d'intérêt. Et ce n'est pas depuis les Émirats que l'on armera le bras des assassins de Sadat. De toute façon, l'Égypte est le cœur du monde arabe. Et il bat pour Shir Zayed, qui investit des sommes énormes pour venir en aide aux démunis. Tous les bienfaits qu'un homme peut recevoir viennent de Dieu.
Il lui revient de les partager avec ceux que sa foi lui désigne. Hôpitaux, cités sociales, écoles. Shirzayed est pieux, il a cessé de fumer, il ne boit pas d'alcool. La meilleure rétribution que lui offre la vie est de faire le bien autour de lui. Et les marques de gratitude le touchent. Les souffrances de la vie du désert, la cruauté des conflits entre tribus n'ont pas désolé le cœur de celui que fêtent les déshérités du Caire. François Mitterrand apprécie guère les princes qui se gobergent dans des palaces et flambent pour leurs caprices. Question de culture et de morale. Mais il a fait le tri et il témoigne à Shirzayed ce respect cérémonieux dont il enveloppe les sentiments d'estime, voire la timidité même que lui inspirent ceux qu'il juge dignes de lui. Shirzayed avait été impressionné par le discours de François Mitterrand à la Knesset en mars 82. Le premier grand dirigeant occidental à parler d'un État pour les Palestiniens. Il avait été impressionné par la venue d'Arafat à Paris. La fameuse visite où Arafat avait dit que la charte de l'OLP était caduque. De par son éducation familiale, patriote et innocemment conservatrice, François Mitterrand a gardé un fond de dilection secrète pour les rois, qui ajoute une touche de romanesque à son inépuisable curiosité pour les autres. Shirzayed est un roi, et il vient justement d'ailleurs. Et pour Shirzayed, recevoir tant de marques de déférence de la part d'un président de gauche, érudit et sans religion définie, est une satisfaction qui va bien au-delà du protocole, du pétrole et des contrats d'armement. Et puis François Mitterrand a un sens des images que l'on goûte particulièrement dans les récits du désert. Prenez garde à celle que vous allez rencontrer bientôt. Elle a le regard de Marilyn Monroe et le sourire de Dracula. Would you please go through what I've What has to be done and whatever has to be done, and because our Prime Minister we will do it first. important also that it's seen in Abu Dhabi. مهم أن أيضا المواطنين في أبو ظبي طال عمرك يتابعون. You all got a good picture? Just shake hands, please, I'm not certain whether it is done. Is that protocol? Yes. تسأل صار الشيوخ طال عمرك، هل تسمحون للشيوخ مواجهة مصافحة اليد طال عمرك؟ نعم. Yes, sir. Thank you. لكن الأفضل أن نحن نطالع العظمة. It's better that they should look at each other and then it will be a warmer relationship. So that they know that they are close friends and they look into each other's eyes. Tandis que des manucures orthopédistes spécialisés s'activent encore sans doute sur les phalanges traumatisées de la Dame de Fer, Shirzayed constate, au vu de l'augmentation considérable du nombre des bonnets à poils et de l'accueil réservé par la reine, à quel point la relation nouvelle dont parlait naguère Sa Majesté a progressé. En effet, c'est désormais la firme Windsor, au complet et en grand arroi, qui fait honneur au nouveau cousin de la famille royale, certes encore un peu exotique, mais si secourable à l'économie du royaume, prié pour dîner au milieu des fastes de la cour. Shirzayed, concentré sur l'observation du protocole que la reine pilote avec une maîtrise inégalable, se demande-t-il pourquoi les menus sont-ils rédigés en français? Comment se fait-il qu'un pays si puissant ait deux femmes comme chef d'État et comme Premier ministre? Comment ai-je pu parcourir tout ce chemin d'El Ain à Buckingham?
Sherzayed a toujours vécu de quelques dates et d'un peu de lait de chamel, y compris au moment de sa plus grande puissance, son plus grand pouvoir. C'est quelqu'un qui est toujours resté très frugal. À Buckingham ou à Versailles, et effectivement, il trouve que c'est très beau, mais ils n'en sortent pas totalement déboussolés et changés psychologiquement. Il ne se passe ainsi jamais bien longtemps sans que Sherzayed ne retourne au désert pour retrouver ses compagnons et leur jeu d'autrefois. Ils lui sont nécessaires. C'est ici et avec eux qu'il a appris comment tourne un monde auquel ils n'auront pourtant jamais accès. Il était très amical avec les autres, mais il ne faut jamais oublier qu'il est le chef. Il faut savoir où il existe les lignes rouges, par exemple. Oui, attention, l'enfant du pays a aussi le coup de bâton facile. Il se mettait en colère de temps en temps. Et quand il se mettait en colère, il était vraiment féroce. Et il oubliait presque tout de suite. Avec moi, je dois dire, j'avais de la chance, vraiment de la chance. Il ne m'a jamais traité avec colère, jamais. Sherzayed vit entouré d'enfants qui se glissent partout où il va et qui chapardent des miettes de ses repas comme de son pouvoir. Il veille à ce qu'ils étudient, mais il n'a pas vraiment besoin de les éduquer. Ils lui ressemblent à force de partager sa vie et de se modeler naturellement sur son exemple. Il les emmène en voyage avec lui, dans la vaste demeure qu'il a fait construire à la frontière suisse. Force du respect arabe pour la figure du père. La seule faute qu'il ne pardonne pas, c'est la jalousie entre frères. Enfin, cela fait quand même 25 fils et avec les filles, largement de quoi spéculer sur le nombre des épouses. Sherzayed aurait voulu vieillir dans la paix, mais les insurrections, les guerres, les hécatombes ravagent plus que jamais le monde arabe et l'Orient. On ne sait d'ailleurs pas au fond vraiment son âge, même si les gracieux enfants espiègles, devenus des hommes alourdis et vieillissants, laissent deviner qu'il va doucement vers le terme de son existence. Une fois, un journaliste américain lui a demandé, Sherzayed, après votre mort, qu'est-ce que va devenir les Émirats? Il a vu que j'étais dans l'embarras. Je ne savais pas comment traduire cette question. Il m'a dit, Zaki, dites-moi, qu'est-ce qu'il a dit? Et je dis, voilà, il demande qu'est-ce que va advenir les Émirats si vous n'êtes plus parmi nous. Et il a dit, je laissais mon fils le prince héritier, mes fils sont là, le gouvernement est là. Il savait qu'il a bien réussi à créer un État. Un jour, il a dit, vous savez, Zaki, cette vie était une bonne vie. Il était un homme inspiré par une mission. Sa mission, c'était de porter bonheur, bien-être, prospérité autour de lui. Il a réussi. Mais pourvu que la volonté de Dieu le garde encore en vie le plus longtemps possible, pour qu'on puisse continuer à recueillir ses avis et à affronter les orages avec lui. De France, ce pays d'Occident qu'il préfère à tous les autres, surgit alors l'ami inattendu des derniers jours. Sherzayed a vu Jacques Chirac à la télévision remettre vivement à leur place les flics du service d'ordre israélien qui tentaient de le manipuler. Et il s'est fait repasser en boucle un tel coup d'éclat. Sensible comme il l'est à la dimension romanesque de l'histoire, le président français trouve dans le destin et la personnalité de Sherzayed un héros à la mesure de la fidélité gaullienne qui l'anime. Ainsi reste-t-il toujours en contact. Jacques Chirac à Abu Dhabi, à chaque escale vers l'Orient, Sherzayed en France, à chaque nouvelle crise internationale.
Le refus de la Seconde Guerre en Irak, c'est aussi celui de Shir Zayed, alors qu'il avait participé 13 ans plus tôt à la libération du Koweït. Shir Zayed aimait beaucoup recourir à des métaphores. Il disait, je me rappelle cette formule, la guerre c'est comme une botte de foin, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle a commencé à rouler, elle emporte tout sur son passage. Ça m'avait frappé, c'était une image assez forte. Jacques Chirac refuse d'admettre la thèse d'un choc de civilisation entre le monde arabe et l'Occident. Et c'est ainsi qu'il accourt après les attentats du 11 septembre sur les tours de Manhattan auprès de Shir Zayed. C'est une immense joie de vous voir et de vous voir en pleine forme. Nous n'avons pas d'amis plus proches que la France. Jacques Chirac ne doute pas de la réaction de Shir Zayed, mais il veut être sûr de celle de ses fils et de l'obéissance qu'ils doivent à leur père, maintenant si âgé et si frêle. Je sais bien qu'il n'y a que la mort qui gagne, mais croyez bien, Monsieur le Président, que personne n'abusera jamais de la mienne. D'ordinaire, les nuits de Ramadan sont joyeuses, mais en ce 19e matin du mois sacré, la capitale des Émirats offre le spectacle d'une foule tétanisée par la fatigue d'une longue veille et l'affliction d'une perte sans recours. Tous les dirigeants du monde islamique sont venus, certains sincèrement émus et d'autres moins sans doute, mais attentifs chacun à ne pas décevoir une opinion arabe bouleversée. Les méchants, les bons, les autres, dont on ne sait pas encore de quel côté ils tomberont. Les fils portent la dépouille mortelle de leur père, mais ne sont-ils pas aussi tous ces fils, ceux qui s'accrochent au fourgon mortuaire en criant leur désespoir? Telle est la dureté de l'exercice du pouvoir en terre d'islam, que les seules élections qui vaillent et dont on ne peut douter sont les funérailles des chefs qui n'ont pas failli à leur devoir. Aux enfants de s'en souvenir. Jacques Chirac est le seul dirigeant occidental à faire, tout à fait cessante, le voyage d'Abu Dhabi et à présenter ses condoléances à Shir Khalifa, qui vient de succéder naturellement à son père. Que faut-il faire en pareil cas, devant une pierre blanche, tandis que les officiels attendent? Rien, il ne faut rien faire d'autre que de laisser parler ce qu'on ressent. Mais au fait, où sont les femmes dans toute cette histoire? Ne s'agirait-il que des jeunes et belles danseuses en robes multicolores que l'on aperçoit dans les fêtes traditionnelles, secouant leur opulente chevelure en cadence devant le sort qui les attend et qui fera disparaître au regard extérieur les épouses et les mères? Au désert, les femmes sont puissantes. La souffrance qu'il faut endurer pour survivre entraîne un partage égal des tâches à accomplir. Et aucun enfant n'oubliera que c'est sa mère qui lui a appris ce qu'il a besoin de savoir avant que son père ne l'emmène avec lui. Mais ailleurs, dans ces villes qui ne cessent de grandir et où la tentation de se replier sur soi-même est la plus forte, nous avons des ministres femmes, nous avons des femmes membres du Parlement, nous avons des femmes ambassadrices, nous avons des femmes dans la médecine, dans tout domaine. Certainement, mais pourquoi paraissent-elles encore si peu nombreuses? Quand la reine Élisabeth vient en voyage officiel pour honorer la promesse faite à Shir Zayed 6 ans après sa mort, ce sont Mohammed bin Rachid et de belles jeunes femmes en abaya noir qui la reçoivent. Elles parlent l'anglais parfait qu'elles ont appris dans les meilleures écoles britanniques et américaines et paraissent parfaitement à l'aise.
Mais que pense-t-elle de cette digne vieille dame en chapeau devant qui s'effacent même les hommes d'ici? Une bizarrerie de l'ancienne Angleterre, une maman qui rassure, ou la femme d'un pouvoir qu'elles aimeraient posséder? Et Sa Majesté, lorsqu'elle gagne la nouvelle grande mosquée Shir Zayed, que pense-t-elle de ces mêmes jeunes femmes dans son extravagante tenue islamique en forme de champignon jaune qu'elle arbore pour observer autant la loi que sa propre liberté de rester elle-même? On ne le saura pas. Au fond, chacune joue son rôle au service du pieux mensonge du respect réciproque. À moins qu'un petit garçon ne s'interroge un jour ou qu'une petite fille ne décide de relever la tête et de tout faire pour essayer de sortir du jeu plus tard quand elle sera grande. Tempête, raz-de-marée, cyclone, désastres naturels à la mesure de ce que les hommes voulurent entreprendre sur ce rivage si longtemps déshérité. Il ne faut pas croire ce que l'on entend parfois, prédisant que tout retournera à la misère originelle, comme avant, lorsque le pétrole sera épuisé et que les étrangers seront partis. Ce sont des rêveurs de mort qui parlent ainsi. Ils appellent les vengeances de la jalousie et de l'amertume sur l'œuvre qu'ils n'auraient su accomplir. Malédiction d'un autre âge, le pétrole n'a plus tant d'importance et Dieu ne reprendra pas ce qu'il a donné à ceux qui ont cru en lui. Si le malin de la violence et du fanatisme tentait quand même de détruire ce qui lui résiste, alors la mémoire de Shir Zayed et de ses compagnons se dresserait contre lui, comme le vol d'un faucon pour lui faire honte et le chasser jusqu'au-delà du désert. الفاتحة